Aujourd'hui, au vestiaire, ça sent le printemps, Mathieu. Écoute, on va parler d'activités extérieures avec la ZEC des Martres. Vanessa Gay qui va nous en parler parce qu'il y en a pas mal des choses à faire à ZEC. Sinon, on va parler bien évidemment de chasse et pêche. C'est le temps. C'est le temps Salut là. nos bananes. Oui, exact. Et sinon, on finit parce qu'on a une surprise pour vous. L'excellent Pascal Harvey qui va venir nous parler de baseball. Nous redonner le goût d'aimer le baseball, j'imagine. Puis on va parler de quoi, non? Des cantines de Montréal, puis Philippe, vraiment, Ah, ça sent série. Ça sent en coupe. Je vais emmener ma chaise là-bas. t'es un homme changé. Bon vestiaire tout le monde. Ouais. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Avec nous, Vanessa Gay, pour parler de la ZEC des Martres, parce que la ZEC, c'est pas juste de la chasse et de la pêche. Il y a une panoplie d'activités qu'on peut faire là-bas. Mathieu, moi, je suis là pour apprendre aujourd'hui, puis je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui avec nous au vestiaire parce que j'ai l'impression qu'on entend beaucoup parler des pourvoiries, des CEPAC, en fait, de tout sauf les ZEC ou la ZEC des Martres. Puis je pense qu'il y a beaucoup à offrir et je suis immensément content aujourd'hui de pouvoir te poser mes questions pièges. Mais moi, je C'est pour la mettre à l'aise. Moi, je suis très contente de pouvoir te faire découvrir la ZEC des Martres. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions pièges. Écoute, on commence par le début. Ouais. Chasse, pêche. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, la chasse, bien entendu, il y a la chasse à l'orignal. On a la chasse à l'ours, on a la chasse au petit gibier, le tétra, le gélinote, ensuite le lièvre. On a aussi le cerf de Virginie. Puis la pêche. Écoute, on a 219 lacs. J'ai lu ça tantôt, j'ai dit 219, ça commence à être dans le respectable. Ça veut dire que le territoire est immense. Ah oui, on a 424 km² de superficie. Ouais. On voit souvent sur le bord, mais on voit pas à quel point ça va loin par en arrière. Est-ce que, il y a une manière d'en apprendre plus, un site Internet, par où on passe si on veut avoir de l'information sur les ZEC? On a un site Internet, tout est là. Tout. Vous retrouvez de tout, là. Vous allez activités, ce que vous voulez, le camping, la chasse, vous allez tout avoir, toutes les informations sont là. Puis, on a 219 lacs, mais il y en a 150 qui sont exploités là, pour la pêche. Qui demeure beaucoup encore. Oui, vraiment beaucoup. On retrouve l'ombre de fontaine puis l'ombre chevalier dans nos lacs. Mais oui, on a beaucoup. C'est accessible sur le bord. Fait que, tu sais, c'est familial au bout. Ah, c'est ça, Ça va pas nécessairement de chaloupe, de louer de chaloupe. On a des chaloupes sur 50 lacs séparément là, qui sont justement identifiés sur le site Internet. Vous pouvez louer une chaloupe qui est sur tel lac. Ou on en a deux aussi à l'accueil qui sont sur un trailer là, que vous mettez en arrière puis que vous partez avec puis que vous allez sur les lacs que vous voulez aller. Moi, je trouve ça fantastique. Est-ce que tu as l'impression des fois que vous êtes comme un peu en compétition, puis le mot est peut-être pas bon avec les CEPAC. Le premier réflexe de monsieur et madame tout le monde, c'est peut-être d'aller justement à la CEPAC dans les pourvoiries qui sont attitrées, puis on pense pas aux ZEC en premier. Plus complémentaire qu'en compétition? Ben oui, complémentaire en compétition, mais c'est souvent pas le premier réflexe qu'on a, si on veut réserver. Exact, c'est vrai. Puis tu vois, moi, je connais pas tant comment fonctionnent les CEPAC, fait que je pourrais pas vous dire, pouvoir comparer, là, mais tu sais, nous, je sais que tu arrives chez nous, puis tu veux pêcher, tu veux faire du camping sauvage, t'as pas besoin de réserver à l'avance. Fait que tu arrives, puis tu décides, toi, sur quel lac que tu veux aller pêcher. Si finalement, tu avais dit que tu allais sur ce lac-là, mais que finalement, tu trouves que la prise n'est pas super bonne ou peu importe, tu peux changer de lac. Tant que tu inscrives les bonnes prises sur ta feuille d'enregistrement, tu peux faire les lacs que tu désires là, sans problème. Puis il y a des lacs qui sont aussi seulement pour la pêche à la mouche. Mais ça, c'est tout indiqué. Là. Puis justement, sur le site Internet, vous pouvez retrouver aussi la liste des lacs qui sont seulement pour la pêche à la mouche. Puis le conseiller à l'entrée ou la personne qui est à l'accueil peut nous conseiller aussi. Exactement. La personne à l'accueil, tu sais, elle est là pour ça, pour répondre aux questions des gens, puis pouvoir les orienter aussi avec leurs besoins. Oui, surtout. J'imagine que c'est variable. On parle maintenant d'habitation. Y a-t-il des chalets locatifs? Tantôt, on a parlé des dômes, mais ça, pour moi, c'est une surprise. Je pensais pas qu'il y en avait.
C'est relativement récent, je pense. Oui, depuis l'an passé, là, qui sont mis en location. On a 4 dômes. On en a 3 qui sont pour 2 personnes et on en a un qui est pour 2 adultes, 2 enfants. Ce qui est plaisant avec les dômes, c'est que, comme vous pouvez voir, là, les toits, ils sont comme à ciel ouvert. Là, pour voir transparent, exactement. Puis le lit il est superposé. Fait que quand vous dormez en haut avec le toit comme si vous étiez à ciel ouvert. Là. Vous dormez à la belle étoile. Ils sont à quel endroit, ça, la ZEC? Elles sont dans le secteur 2. C'est pas très long. Entre le 1 et le 3, j'imagine, non? Exact. T'es fort. Tu m'impressionnes. À chaque fois, tu m'impressionnes. Ça, c'est le bord de l'eau, ils sont en montagne? Non, ils sont comme plus en montagne, là, mais c'est pas très loin de l'accueil. Est-ce que c'est accessible, ces genres de chalets-là ou un dôme en voiture? Oui, exactement. Pas mal tout se rend en voiture très facilement. On parlait de cartes. Est-ce qu'il y a des plans pour le futur d'en avoir d'autres? Parce que j'ai comme l'impression que c'est une tendance là, actuellement. Il y en a partout qui poussent. On va voir, c'est tout nouveau. Là, on va voir comment que ça marche le marché. C'est quand même tout nouveau. On a eu des ajustements à faire pour cet été. Mais on a aussi, autre que les dômes, on a aussi un chalet qui peut contenir jusqu'à 8 personnes. Celui-là, il est un petit peu plus loin. Il est dans le secteur 4. Mais c'est ça, il peut accueillir jusqu'à 8 personnes dedans. Ça fait quand même... Bon, ça... Quel âge, la ZEC? C'est en opération depuis quand? Hein? J'ai l'impression que c'est tout nouveau ce qu'on amène, mais que c'est quand même une équipe qui est là depuis longtemps à faire une belle gestion de ça. On passe depuis toujours en avant, mais sans jamais c'est ça, exact. Ça fait très, très, très longtemps quand même. Là. Je pourrais pas vous dire quelle année, là, mais ça fait très longtemps que ça existe. Moi, j'étais toute petite, là, puis j'allais faire des petites randonnées. Là, puis là, je veux pas te poser une question piège, mais ça peut-être l'être. C'est quoi ça fait une ZEC? C'est quoi le but ultime de la ZEC? C'est de protéger le territoire puis de l'aménager? Bien, dans le fond, nous, on entretient le territoire. Le territoire est au ministère, dans le fond, au gouvernement. Puis nous, dans le fond, on s'en occupe. C'est une zone d'exploitation contrôlée, je me souviens bien. Exactement, là, dans le fond. Tu vas me dire que c'est pour ça qu'on appelle ça une ZEC? Tout est vite, hein? Est-ce qu'il y a des projets que vous travaillez actuellement pour les prochaines saisons déjà ou vous êtes en réflexion sur ce qui s'en vient? Là, on est en réflexion beaucoup. C'est une grosse équipe que vous avez? Quand même, là, ça joue beaucoup, mais moi et Frédéric, on est justement nouveau il y a un an. Là, fait qu'on essaie de mettre plusieurs choses en place. Puis comment trouves-tu le défi? Ça va bien. On aime ça. On aime ça, les défis, ouais. C'est quoi qui t'a motivé à t'impliquer? Moi, je suis une fille de bois. Je suis une fille qui aime la nature. Fait que je voulais c'est travailler. Un mix naturel, là. Exact. En terminant, si les gens veulent de l'information, site web, Facebook... Oui, puis surtout, la ZEC, c'est la chasse, la pêche, mais nous, on a aussi la randonnée pédestre. On a les randonnées du sentier de la traversée de Charlevoix. On en a plusieurs. On a le populaire Mont-Sentier du lac à l'Empêche et du Four. On a Mont-Eudore-Fortin. On a Sentier Buteau et Cadeau. Puis, on en a aussi qui ont été faits directement par la ZEC des Martres. On a le sentier Le Mont de l'Alouette. Lui, c'est 1,5 km. C'est vraiment un sentier qui est vraiment pas long à faire, mais que tu arrives à plus que 1000 mètres d'altitude, puis tu as une vue vraiment surprenante. Fait que, tu sais, quand tu veux faire quelque chose de pas trop long, mais tu vas avoir une belle vue. Puis celui-là, il est pas loin. Là, il est dans l'entrée 3 de la mine. Puis, serais-tu prêt à dire que c'est relativement facile? Accessible? Parce que tu me parles d'un bon point de vue, je me dis... Oui, c'est quand même... Tu sais, c'est accessible avec des enfants, là. Fait que oui, c'est quand même accessible. C'est pas un cran, mon français. Puis c'est pas encore beaucoup connu. Bien, effectivement, exact. Puis on en a un autre aussi, Sentier de la Croix. Celui-là, je l'ai fait justement cet été. C'est un 8,6 km aller-retour. Costaud. Mais la vue est incroyable. La vue est vraiment magnifique. Là, on arrive sur le lac, le Grand Lac des Martres. Le Grand Lac des Martres, c'est notre plus grand lac aussi, là, qui est de 4,6 ou 4,8 km. Là. Fait qu'on arrive, la vue, c'est vraiment magnifique. Là. Puis c'est un sentier qui n'est pas encore super full marché parce qu'il n'est pas encore... Il est encore sauvage un peu. C'est ça, fait que c'est super beau. Là. Et ça, pour participer ou faire les sentiers, il faut aller à l'accueil automatiquement pour se faire un référencement et dire on est là? Ou s'enregistrer sur le site Internet. Dans le fond, pour aller sur la ZEC, la seule affaire que ça vous prend, c'est un enregistrement.
quand même relativement simple. Écoute, Vanessa, un gros merci de nous parler de la ZEC. J'espère qu'on va en parler de plus en plus encore. Ben oui, il y a plein de choses à découvrir. Là. Ben, il y a avec même, 424 km², oui, on a même un sentier de vélo. Ou de la mine. C'est-tu lui qui Non, est de la mine non juste plus? à côté de notre accueil, on a un sentier de vélo, sentier vélo pédestre. Ah ouais? Oui, puis on a un circuit aussi de canot camping qui fait 4 lacs, si je ne me trompe pas. Là. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de choses. Ben, écoute, je À pense découvrir. qu'on on ira se perdre dans le bois, comme on dit. Vanessa, un gros merci de ta présence. Ben, Très merci apprécié. à vous. Bye-bye. Bye. C'est l'heure de la chronique Chasse et pêche. Et pour nous en parler, FX, qui nous a emmené des cadeaux. On va se le dire comme ça. Ben, écoute, mais on y goûtera pas. Mais, parenthèse, là, celui-là est aux bananes et j'ai vraiment le goût de le tester. Si tu veux, on peut... C'est un complément qui est sucré-salé de minéraux. C'est consommable, c'est approuvé avec les nutriments, dans le sens, on peut le consommer autant qu'un animal. ça sent- Comme un smoothie. Oui, ça sent l'antibiotique aux bananes là, qu'on donne aux enfants ou même qu'on a eu. FX, tu reviens aujourd'hui pour nous parler. Il y a un engouement présentement sur les salines parce que c'est maintenant ou jamais désinstaller d'aider la faune. Qu'est-ce que tu nous as amené d'autres aussi? Bien, grosso modo, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les salines. Là, c'est important. Pourquoi? Parce que nos femelles ont besoin de minéraux en vue du printemps. Les mâles, ils ont besoin aussi de remonter leur système immunitaire, prendre aussi des minéraux pour la pousse des bois. Donc, ils vont... C'est bon pour vous à la maison aussi. Au printemps, c'est très important de leur donner un supplément parce que, justement, les ramis ne sont pas encore arrivés. Il n'y a pas beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments dans les plantes disponibles. Donc là, souvent, le type de produit que les gens me demandent quoi utiliser, ça va être un complément de sel et minéraux, mais clé en main, prêt à utiliser. Il n'y a pas juste le fameux bloc de sel. Là. Ouais. Comme lui, exemple, c'est exclusif au marché Incoton, dont celui de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est un contenu de 8 kg, 9,5 kg, pardonnez-moi, qui inclut une petite brique de sel. L'orignal, on le sait, c'est un animal qui va lécher énormément le sel en bloc. Mais lui, ce supplément chevreuil-là, il inclut une petite léchette d'environ 1 kg, une petite brique d'1 kg de sel. Le chevreuil n'a pas besoin de lécher du sel en grande quantité. Ce qu'il a plutôt besoin, c'est qu'il va aller gruger le bois, imbiber de minéraux et aussi le sol qui est saturé de sel. Il va aimer beaucoup plus ce type d'apport énergétique puis minéral par manger de la terre et gruger du bois que de croquer du sel comme un orignal. Oui, fait que, après une bonne pluie et ouais, tout ça, c'est là que c'est parfait, bon. là. Puis ça fait vieillir ta saline aussi. Souvent, les chevreuils, au début, ils vont venir par curiosité. La première fois, ils vont faire le tour, ils vont sentir, ils sont pas sûrs, ils vont être craintifs. Là, ils vont arriver à la souche, ils vont ingurgiter un petit peu de minéraux. Ça va ils vont prendre confiance à l'endroit. Puis plus la saline va vieillir, plus ça va se dissoudre dans le bois et dans le sol au fil des années, plus ton chevreuil va venir fréquemment consommer sur place. Est-ce que c'est comme les carottes à chevreuil qu'on voit, puis cette fois, ils prennent l'habitude de venir... C'est pas la même chose du non, tout. OK. Non, mais l'appâtage, dans le fond, d'avoir un bon secteur, de choisir la bonne place. C'est ça, de créer l'habitude, on va dire. Oui, mais il ne faut pas mesurer l'achalandage de la même manière qu'un site d'appâtage. Le site d'appâtage, exemple, on le fait l'automne, la période de saison d'accouplement arrive, les feuilles tombent, ils ont un manque de nourriture à combler en vue de l'hiver. Ils sont très opportunistes, les chevreuils, pour donner un exemple. Ils vont aller manger autant dans les jardins, dans les plantations, des cultures, des pommiers, des cédrières, peu importe. Ils vont aller dans les champs de soya, champs de maïs. Donc, si tu mets, exemple, un appât de maïs, de carottes puis de pommes, bien, même si l'emplacement n'est pas tout à fait adéquat, tu vas toujours finir quand même par poser un chevreuil ici, un sentier pas loin ou une zone de transition pas loin. Tandis que la saline, si elle n'est pas au bon endroit, tu n'auras aucune visite. Oui, parce qu'ils sont capables de combler leurs carences au fil de l'été dans des plantes puis dans des végétaux ou, exemple, en ingurgitant de la sève, des choses comme ça. Fait que le chevreuil, oui, il va aimer ça, s'alimenter de minéraux, mais pas pour faire un détour d'1 kilomètre pour aller chercher ça. L'orignal, lui, par contre, il va être beaucoup plus friand durant l'été. Si on a un emplacement proche d'un site humide, un site nourricier avec des feuilles, c'est là qu'il va être plus payant pour l'orignal. Il va être encore plus dépendant, mais le chevreuil va être plus indépendant. Mais tu parles de la saline, puis tu as répondu un peu à ma question. Tu sais, je veux dire,
présentement, c'est bien de la mettre là. Oui. Mais l'été, à part pour l'orignal, Ben, si t'es au chevreuil, je ça vais vaut vous pas la donner, peine. je vais donner un comparatif. Exemple, un chevreuil, tu fais une saline maintenant, tu vas avoir des chevreuils à tous les heures du jour. À aller, mettons, jusqu'au fin mai, début juin, mi-juin, que là, après ça, quand les cultures vont pousser partout, là, ils vont se dissiper partout dans la forêt. Tandis que l'orignal, ça va être bon au début de saison, mais si ton emplacement est bon, ils vont venir tout l'été comme si c'était au printemps. Bon, Ça va slacker un petit peu l'achalandage, entre guillemets, ça va diminuer en fin juillet, début août, mi-août, fin août. Mais tu vas toujours avoir de l'achalandage quand même si ton emplacement est adéquat. Mais le chevreuil, il est beaucoup plus dur à fidéliser, étant donné qu'il est très opportuniste, il mange un petit peu de n'importe quoi, puis il peut combler ses carences dans n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui veut investir pour une saline à chevreuil, c'est là. C'est le temps là. Tu développes une habitude sur ton terrain, tu essaies de mettre ça proche de tes sites d'accouplement, tes sites de repos, tes sites nourriciers, dans une zone de transition, comme idéalement, si tu es dans un milieu plus agricole, avec des boisés, des champs, bien, peut-être mettre, si tu sais qu'ils vont dormir, exemple, dans une zone plus d'onage serré puis d'une cédrière, mais ça entre les deux, proche d'un ruisseau, ils vont avoir besoin de s'abreuver après avoir consommé du sel. Donc, ça va être pertinent peut-être d'avoir un emplacement plus approfondi puis plus concentré encore notre prospection pour avoir plus d'efficacité avec notre investissement. Ça, exemple, tu fais combien de temps avec ça? Bien, Est-ce que tu en passes une pour l'année ou tu en prends? Et ça, tu combines ça avec le gros Tu y vas bloc. régulièrement? bien, le chevreuil, non, je mets juste OK. ça. Ouais, l'orignal, c'est autre chose, mais le chevreuil, je vais juste mettre un complément de minéraux avec une petite brique comme d'1 kilo, une roche himalayenne de 8 kilos. Je vais prendre une souche, je vais dénuder la souche, je vais mettre le contenu, ou sinon, je vais le mettre en hauteur avec Ça, toi, tu veux que ça imbibe le reste. Oui, ou sinon, ce que je vais faire, je vais concrètement prendre un arbre mort, puis on va faire un pot à minéraux. On va prendre un pot à fleurs, on va le mettre sur le dessus de l'arbre, on va percer des trous, puis on va incorporer le contenu minéral, dans le fond, dans le pot à fleurs. Puis on va percer des trous, puis là, la sève va imbiber tout le jus qui suinte sur l'arbre, qui est gorgé de minéraux. Ça va faire un rendement encore plus intéressant parce qu'elle va vieillir dans le tas à saline. Est-ce que tu vas régulièrement pour... Bien, le chevreuil, moi, je suis assez indépendant. Et là, Dans le sens, là, on est présentement début avril, fait que la semaine prochaine, là, justement, je vais aller faire mes salines, j'en ai 4 à faire. Je vais décoller là, je vais mettre mes caméras de surveillance, je vais mettre beaucoup d'odeurs, donc des gelées minéralisées. Ça aide beaucoup pour décoller une saline en début de saison. Ouvre le bouchon. Puis ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Ça aide vraiment pour découvrir la saline, mais aussi c'est un bon mois à mettre l'automne sur tes carottes, tes pommes. Ça les sécurise, puis il y a du sucre, il y a des minéraux. Il y a du sel, des vitamines. C'est odorant complet. solide. Là. Oui, Oh, oui. Ça laisse des lignes d'odeur. S'il pile là-dedans avec ses sabots, il fait des lignes d'odeur. Fait qu'on revient, la fois, à ce qu'on disait. Je l'ai fait présentement, puis peut-être au mois de juin, début juillet, je vais aller réactiver une fois. Ensuite, ça va aller au mois de septembre, je vais leur faire un petit tour. Je ne vais pas souvent à mes salines à chevreuil. Orignal, je vais peut-être une fois par mois. Là. C'est pas nécessairement pas un gros engagement, nécessairement. Non, puis le chevreuil, c'est ça. Tu n'es pas obligé de faire 14 salines. C'est Non, exemple, tu as un petit terre à bois dans de la maison. Tu fais 2 micro-salines. Avec un 9 kg, tu peux faire 2 petites salines. Tu mets 2 caméras, tu t'achètes, exemple, 2 gallons comme ça pour ton été, un sac comme ça, puis peut-être un petit supplément volatile, une poudre vitaminée plus volatile pour mettre sur les feuilles durant l'été. Ça serait quelque chose C'est d'intéressant. pas une grosse affaire, mais j'imagine que c'est payant à long terme. Là. Oui. C'est là que ça fonctionne le plus. Là. Absolument. Écoute, merci. Ça fait plaisir. Écoute, c'est aussi simple que démystifier Ça la me tente, saline. ça. Ben écoute, gâte-toi mon fil. Merci beaucoup, François-Xavier. Ça fait plaisir. Sport majeur. Écoute, Philippe, le Canadien est en série. Tout le monde est surpris, tout le monde. Sauf les auditeurs du vestiaire, parce que Oui, c'est vrai ça. le 8 octobre dernier, voici ce que j'ai prédit. En terminant, je te repose une question. Oui, donc. Le Canadien va-tu faire les séries? Je vais te dire oui, juste pour le plaisir. Mais écoute, je te C'est beau être fan. poserai même pas la question. Là. Tu peux m'imposer, moi? Ben moi, je pense que le Non, Canadien, ils font pas. c'est quand même amélioré. Oh, c'est un éternel. Pas beaucoup, mais naïf. c'est un peu amélioré. Les- Toi, tu connais ça, mon fil, hein? Ben, écoute, en fait, d'un, bravo, parce que c'est rare, t'as une prédiction de bonne, mais de deux, tu sais, tant mieux s'ils font les séries. C'est pas fini encore, on s'entend que la côte est dure à monter pour la 9, 10e, 11e position, là, tu sais, l'écart se... Ben, attends, il y a un 6 points, Mais- puis il reste 7 matchs, là, donc c'est Tout très est parfait difficile. actuellement pour le Canadien de Montréal. Honnêtement, tout Ben, est parfait. Quand tu gagnes 5 matchs en ligne, ça aide. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent des moyens de gagner les matchs différemment. C'est pas juste contre des mauvaises équipes, c'est pas juste contre des bonnes Ben, équipes. La Ils fin de la s'ajustent saison, beaucoup. oui, là, mais c'est dangereux, ça. Tu sais, je veux dire, jouer contre une équipe
de bas-fond, là, comme les Bruins de Boston, présentement. Ou Nashville, 2 matchs en 2 soirs sur Ouais. la route en plus. Ouais. C'est un piège, mais Colin, ils ont réussi à survivre. Ben, puis, Tu sais, en même temps, on leur souhaite du succès parce que la différence entre les 3 dernières années, si c'est pas 4, c'est que même si le Canadien perd 2-1, 3-1, tu restes à écouter le match parce que de 1, c'est excitant, puis de 2, ça se peut très bien sont qu'ils reviennent toujours- dans le match. On l'a vu contre Floride, là, Oui. il restait 8 secondes. Ils Oui. sont toujours dans le coup. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, mais vraiment, vraiment intéressant, c'est que c'est les jeunes qui, en bon français, qui tirent l'équipe. C'est pas une gang de vétérans puis que les jeunes suivent le Il train. n'a là. plus ben anyway. Ben, c'est ça. C'est les noyaux. Cofield, Suzuki, Hudson. C'est les 3 vraiment qui vont leader le Canadien. Je pense que c'est annonciateur de beaux jours. Ah, ben oui, puis en plus, on s'entend. Moi, je pense pas qu'ils vont aller excessivement loin dans les séries. Puis encore là, les séries sous une nouvelle saison, on s'entend. Là-dessus, on fera nos analyses plus tard, mais Ça reste de l'expérience en oui, banque. ben c'est ça. Puis tu rentres d'un avec le momentum, Absolument. chose qu'il faut absolument faire pendant les séries. Il reste quoi, 5-6 matchs? Ben tu sais, tout peut arriver quand même. Mais tu vas affronter une autre équipe. Tu sais, on parle de Washington présentement. C'est ça le calendrier ou c'est ça que ça donne dans le schéma. Mais c'est de l'expérience en bord. D'affronter Absolument. Ovechkin, d'avoir une équipe qui quand même a goûté aux séries longtemps. Il y a eu une petite erreur de parcours, on s'entend là-dessus. Mais j'ai hâte de voir, puis tu sais, Puis tu vas moi- tester tes joueurs aussi. oui, Tu sais, tu vas oui, savoir, parce que c'est pas la Hudson, même chose. ben, on parle souvent que les séries, c'est une autre saison. Et là, ton Lynn Hudson, mais tu vas voir de quel bout il chaud quand ça compte, entre Montembeau. guillemets. Montembeau, même chose. À la fin de parenthèse, Hudson, on y envoie-tu le trophée Carter par la poste? Ou, Ben, en tout cas, s'il l'a pas, je comprends pas. Je Là, ferais l'injustice, là. ben, je comprends que c'est lui qui a fait des la plus différence. jeunes, mais... Puis- Puis il faut pas juste se baser, Mathieu, sur les points, là, parce que même à ça, il l'aurait, mais c'est sur ce qu'il apporte à l'équipe. Hey, je sais pas si t'es allé au Centre Bell, là. Ouais. Puis moi, ce qui m'a marqué quand j'étais allé, c'est de voir à quel point il est combatif. Des fois, là, il prend la rondelle, il monte en zone adverse, Ouais. il y a un revirement. Tabarouette, c'est le premier revenu, il donne son 110 il revient, il est capable d'aller chercher. Même s'il n'est pas imposé physiquement, il fait un Ben- jeu intelligent avec son bâton pour tuer l'attaque. T'as entièrement raison. Tu sais, je me suis fait poser la question quel joueur t'a le plus impressionné pendant le match? Puis je disais, ben, tous les joueurs de Boston. Non, je disais, c'est Hudson. Tu sais, Hudson arrête jamais de bouger. Non. Ses pieds sont constamment en action. Je l'ai vu faire 3 fois là, des fameux stop and go. Là. Il prend, il part la puck, il s'en va de l'autre bord, il repart de l'autre bord. Je te dis, il est étourdissant pour l'offense. Puis après ça, quand il va en avant ou en arrière du but, je l'ai vu d'un gars qui est assez, tu sais, d'aller le Qui est ramasser. capable, Mais il c'est passe ça. en dessous. Ben oui, il est vraiment C'est pas une impressionnant. blague, là. Il passe en dessous, puis c'est pas grave. Il a pas mal, il mange rien. Fait que, tu sais, j'espère qu'il n'y aura pas de coup de cochon comme on a vu au dernier match. Ouais. Là. Puis tu sais, même les bonnes équipes, Floride par exemple, ne s'est pas habitué à lui. Ils ont, Je pense ils ont pas. d'excellents joueurs. Il a quand même fait ses petites feintes des petites feintes à ligne bleue. Ils sont pas capables de le contrôler, de le maintenir efficacement. Puis ça, vraiment, Non, Hudson puis- est vraiment sûr. Moi, pour vrai, c'est Puis ma ajoute, surprise de l'année. Alexandre Carrier. Quel Il est stabilisateur, hein? aucunement, là, c'est pas lui qui donne le show, là, Non, on non, s'entend. mais- Mais il permet à tout le monde d'être à sa place. Puis je sais que tout le monde a fait cette analyse-là, la fameuse chaise, être dans la bonne chaise, mais c'est ça, pareil. C'est ce que le Canadien avait besoin Oui. d'un. Tu sais, Alexandre Carrier, tu sais exactement ce qu'il va te donner. Il est constant et tu peux le mettre contre pas mal n'importe quel joueur. un vrai défenseur C'est ce que défensif. le Canadien avait besoin. Oui, parce que souvent, c'est là que leur problème, c'est ceux qui sont en attaque, qui créent des revirements. Eux sont stables. Puis, tu sais, ils sont aguerris, là. C'était pas leur premier Hey, match. prends ton pouce, je t'inquiète, là. Tu parles vraiment trop en bien du Canadien. Là. Mais C'est sûr en que ça fait, va. il faut juste rectifier une chose, parce que tu sais, le monde pense que je suis un partisan des Bruins, j'ai haï le Canadien. Je les aime pas, mais je T'haïs les haïs tout pas le non monde. plus. C'est ça. Ouais, c'est ça, C'est ça. j'ai haï tout le monde. Mais tu sais, le Canadien, je suis content pour les partisans qui n'ont... Tu sais, ça fait quand même 4 ans de détresse psychologique là, que tout le monde a vécu, on écoute, s'entend. c'était, Là. plus que 4 Puis ans, autre je dirais, le parcours là. de la Coupe Stanley, mettons. C'est ça. Là, Après c'est ça, tu sais, on s'entend que pour l'économie, c'est très, 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 très bon au Passant à Québec. TVA Sport. Puis là. ça fait-tu du bien de parler du Canadien autre chose que Trump? Tu sais, je veux dire, tout le monde est gagnant, puis même moi, je trouve que je suis gagnant là-dedans. Fait que, tu sais, C'est je du pense- sport divertissement qui c'est ça, remplit son exact. mandat. Fait que, tu sais, puis ça. tant mieux pour les partisans, vous le méritez, puis tant mieux si c'est une équipe canadienne qui gagne la Coupe. Je vais être encore plus content. Parlant de l'équipe canadienne, Oui. Rogers a signé une nouvelle entente avec la Ligue nationale de hockey pour la diffusion pour les 12 prochaines années, à partir de 2026-27. 12 ans, 11 milliards de dollars. On va parler beaucoup de gros sous aujourd'hui. là. Quand même. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On est rendu où? Ça va arrêter où? Je veux dire,
toi et moi, on n'a pas plus d'argent dans les poches, mais on parle d'un contrat de 12 ans, 11 milliards pour on des va payer droits. plus cher notre combo distributeur pour ça. Ben, t'as entièrement raison, Matt. final, C'est qui c'est ça. paye? C'est tout le temps le consommateur assis sur son divan. Puis c'est ça qui va arriver. En fait, il y a plein de choses là-dedans. Il y a le fait que moi, être RDS, je serais stressé. Moi, être TVA Sport, j'étais stressé, donc je vais être encore plus stressé. Et sur le respirateur artificiel. Ben, il l'est depuis sa naissance, pauvre petit. Je veux dire, ça n'a pas été facile, puis ça donne ce que ça donne, mais pour avoir des matchs de hockey en français, honnêtement, bonne chance bientôt. Là. Ben, on va en avoir, c'est certain. Oui, Ils vont mais trouver combien? preneur. Ben, Combien? Et à qui? Et Parce à que, tu combien? sais, moi, la chose que je trouve intéressante, c'est que là, ils n'ont pas signé avec Amazon de ce monde. Tu sais, ils n'ont Pas pas encore. signé avec un streamer en ligne. Un peu ce que la MLS a fait, puis qui lui a fait extrêmement mal avec la signature avec La Apple. MLS, ils ont de la misère. point. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Rogers va vendre à nécessairement RDS ou à TVA. Ils peuvent très bien vendre aussi à Amazon francophone. Les sports. Ça, c'est quand même surprenant, mais- Ben oui. Mais est-ce que RDS, excuse-moi, Rogers pourrait acheter TVA Sport pour en faire un Sportsnet francophone? Est-ce que ça pourrait être une option? Est-ce qu'ils pourraient acheter RDS puis en faire leur filiale francophone plutôt que de se faire donner une sous-licence? Tu sais? Tu sais, je veux. Ton idée est très bonne, Matt. Là. Mais tu sais, je connais, là, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre-Carl Pelado. Et là là! Des fois, c'est Bonne l'orgueil chance. l'orgueil Ben, qui c'est mène ça. plus que. Tu sais, mais entre toi et moi, je pense qu'une émission de sport, en tout cas une chaîne de sport au Québec, est-ce que deux, puis là, on parle de TVA Sport 2, RDS 1, RDS 2, RDS Info, puis je n'oublie sûrement un dans le tas. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y en a trop. Puis c'est une mauvaise nouvelle aussi pour les fans des Nordiques, ceux qui veulent le retour des Nordiques. Ça veut dire que ton marché canadien il est saturé. Versus, c'est pour ça oui, que Gary Bettman s'est entêté à garder les Coyotes en Arizona. C'est que tu avais un grand marché potentiel. Là, tu peux aller chercher beaucoup de droits de diffusion, des droits publicitaires. Au Québec, tu es saturé, les Canadiens, et partout, avec un petit peu de sénateur d'Ottawa. Donc, moi, ce deal-là, je le vois comme étant pas nécessairement une bonne nouvelle parce que le marché, les potentiels d'agrandissement est assez limité au Québec. Écoute, Batman, je l'ai depuis toujours. Hey, Non, mais pour vrai, on ne sera pas de cachette, là. Puis je on pense se que je suis pas tout rejoint- seul. on se là. rejoint là-dessus. C'est ça, exact. Je suis pas tout seul. Puis, tu sais, il en Mais- veut pas des Nordiques. Puis les réseaux québécois, là, ils s'en torchent pas pire. Fait que, Ben tu sais, oui. lui, là, il s'en va, il a vu le montant. Parfait. Let's go. Il Battez-vous. s'est pincé le nez, il a redonné les Jets à Ben oui. Winnipeg. Puis, Exact, c'est ça. On va faire. Entre les deux décisions, j'aime mieux que Winnipeg ait une équipe, puis ça durera le temps que ça durera. C'est ça qui va arriver, pareil. Hey, parlant de gros sous, Ouais. on va parler de Ligue majeure de baseball avec Pascal Harvey. C'est lui, les gros sous. Il est chroniqueur pour le site Passion MLB. Avec nous pour parler de baseball, Pascal Harvey. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs, comment ça va? On parlait de gros sous, en voilà un, là. Hein? Parlant de gros contrats. Salut Pascal. Merci d'être avec Salut nous Phil, aujourd'hui. salut Mathieu. Ben, ça fait plaisir. C'est comme un retour à la maison quand je jase avec vous. J'adore ça. C'est une belle tradition qu'on poursuit à chaque année. Puis Ouais. on va la garder, je pense. Hein? Oui, écoute, Pascal, ta mission aujourd'hui, pour moi, là, en tant que Philippe Lavoie, c'est de me redonner le goût au baseball. Ben, c'est pas une mission qui est impossible, en passant. Je pense que je peux facilement y arriver. Puis avec des passionnés comme vous deux, ben, Ouais. ça va être facile d'en parler. Mais je comprends, Phil, un peu là, ton dégoût de ce qui se passe actuellement en matière de gros sous. Puis, ben écoute, on pourrait en parler en parlant des Dodgers de Los Angeles qui tirent l'argent par les fenêtres à qui mieux mieux. On pourrait en parler de ce qui vient de se passer à Toronto hier en fin de journée avec finalement le contrat signé, le faramineux contrat signé par Vladimir Guerrero Jr. Mais c'est une histoire de gros sous, le baseball. Le sport professionnel en général, c'est une histoire de gros sous. Le pire dans tout ça, c'est que les propriétaires ont le moyen d'offrir clair. ces contrats-là, même si à Los Angeles, on s'amuse à différer les sommes pour plus tard. Mais ce qui veut dire que le 500 millions signé actuellement par Vladimir Guerrero Jr. à Toronto, où il n'y aura pas d'argent différé, ben, en valeur d'aujourd'hui, le contrat il est plus important que le contrat signé par Shohei Ohtani de 700 millions à Los Angeles, qui va valoir C'est fou, au hein? bout peut-être 400 quelques millions, là, 495 millions. Mais les Blue Jays n'avaient pas le choix, soit dit en passant, de donner ce contrat-là, d'offrir ce contrat-là à Vlad Guerrero Jr. parce que dans l'entre-saison, ils ont offert encore plus à Juan Soto, qui était joueur autonome. L'année précédente, ils avaient offert un pont d'or à Shohei Ohtani également.
Le fait que Soto ait choisi et préféré les Mets, lui, il s'est servi de l'offre des Blue Jays, comme ça se passe souvent, pour signer un contrat à New York. Il a juste changé de coin de la ville. Il est passé d'un secteur à l'autre. Mais n'empêche que Vladimir Guerrero, son agent, sachant ce qu'il avait été offert à Juan Soto, ben, demandait sensiblement la même chose. Et si tu veux garder ton joueur de concession en ville, si tu veux garder l'intérêt des amateurs, ben, tu n'as pas le choix de payer ou de surpayer. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Vlad avec un contrat de 500 millions pour les 14 prochaines saisons. Moi, j'ai des gros doutes sur Atkin et Shapiro qui dirigent les Jays. Est-ce que tu partages mon inquiétude? Parce que je trouve j'ai de la misère à les suivre. Ben, c'est leur logique. C'est la seule équipe au Canada. Ils ont la faveur du public canadien au grand complet. Ils ont un pays derrière eux, puis eux, ils se servent de cette carte-là. Rogers a excessivement d'argent, donc sont en moyen de s'offrir tout ce qu'ils veulent s'offrir. Par contre, ils sont en compétition avec des très gros marchés que sont New York, que sont Chicago, que sont Los Angeles. On l'a vu là, avec Ohtani, on l'a vu avec Soto, on l'a vu avec d'autres joueurs. Ben, Toronto veut jouer dans la même catégorie que ces grandes villes-là. Ont le moyen de le faire, mais ils vont toujours être un petit peu les parents pauvres quand on compare aux autres marchés, que si un joueur débarque à Toronto pour une raison ou pour une autre, c'est parce que peut-être que ça n'aura pas fonctionné ailleurs. On l'a vu, Ohtani qui choisit Los Angeles, Soto qui choisit New York, après avoir passé une saison avec les Yankees. Mais pour répondre à ton questionnement, Mathieu, les dirigeants actuellement des Blue Jays jouent un peu le tout pour le tout. Puis eux considèrent qu'avec l'offre et l'acceptation du contrat de Vlad Guerrero Jr., ben, ils ont un peu sauvé leur emploi parce qu'ils avaient fait patate là, dans le cas de Ohtani et de Soto. Donc, et même, j'en nommerais d'autres, Corbin Burns, qui est un lanceur de premier plan, qui ont tenté d'attirer à Toronto et bien d'autres, ben, ils n'avaient pas le choix que de signer Vladimir Guerrero Jr., qu'ils auraient perdu pour rien, soit dit en passant, parce qu'il serait devenu joueur autonome à la fin de la prochaine saison, tout comme Bo Bichette d'ailleurs. Mais est-ce que tu crois qu'avec cette signature-là, ben, d'un, on peut attirer d'autres gros joueurs en disant, bien, Toronto, finalement, a le moyen de ses ambitions. Puis en même temps, est-ce que Toronto peut être performant cette année? Parce qu'on n'a pas changé grand-chose. Je veux dire, tu sais, oui, on l'a signé, on l'avait l'année passée. Bo Bichette, pas blessé, j'imagine que ça peut aider aussi. Mais tu sais, crois-tu aux chances de Toronto? Bien, chance de faire les séries, peut-être. Au mieux, mais considérant la force de la division où tu as les Yankees, tu as les Orioles, tu as les Red Sox. Les Red Sox de Boston, si Toronto a paru inactif sur le marché, les Red Sox de Boston, au contraire, ont été hyper actifs. Et c'est une équipe qui n'a pas dépensé beaucoup depuis les dernières années, mais qui a remis la main dans sa poche pour aller chercher, entre autres, sont allés chercher un des meilleurs danseurs disponibles, Garrett Crochet, qui était avec les White Sox de Chicago. Donc, division forte. Division très forte même, ont des chances quand même de participer aux séries. Est-ce que la fenêtre est encore ouverte pour les Blue Jays de gagner une série mondiale? J'en doute parce que talent pour talent, c'est sûr qu'ils ont un petit déficit si on compare à d'autres équipes. Mais d'avoir un Vladimir Guerrero en santé et heureux, d'avoir un Bo Bichette qui a tout approuvé cette année comparativement à une année presque perdue l'année passée, d'avoir un lanceur vétéran en Max Scherzer, d'être allé chercher un joueur de deuxième but que pas beaucoup de monde connaissent qui s'appelle Andrés Jiménez qui est joué avec les Guardians de Cleveland, qui va stabiliser le milieu de l'avant-champ. Et on a beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui vont avoir une année de plus d'expérience. Je pense à Davis Schneider, Ernie Clement, Alan Roden, Nathan Lux et Tyler Heineman qui vont pouvoir aider l'équipe. Donc, c'est plus de profondeur, plus de chance pour le gérant John Schneider de bien gérer son banc et des joueurs comme Anthony Santander qui va venir donner encore un peu plus de puissance et un peu plus d'agressivité à l'alignement des Blue Jays. J'allais te poser la question. Donc, Pascal, qui a acheté le trophée cette année? Bien, assurément que les Dodgers ont encore une bonne chance. Ils ont repris l'option cette année. Ils ont l'option. Hein, ils ont repris l'option. Je veux dire, l'option, ils vont l'avoir pour plusieurs années. C'est une équipe étoile, c'est une équipe de rêve qui est bien gérée, il faut le dire. Puis, il y a des joueurs qui prennent la défense actuellement des Dodgers en disant « Pourquoi vous vous plaignez? » Je veux dire, ils ne contreviennent pas aux règles.
c'est permis de le faire, de différer de l'argent. C'est permis d'attirer des... Tu sais, quand tu es sous le soleil de la Californie, là, tu peux te permettre d'attirer bien du monde. Les Dodgers ont une équipe gagnante. Ils ont une équipe qui a gagné la Série mondiale, une équipe qui a battu les Yankees de New York. Fait que oui, c'est sûr que les Dodgers partent avec une longueur d'avance. Par contre, remporter 2 séries mondiales consécutives, c'est un défi. Ça ne s'est pas vu quand même depuis très longtemps. Ils ont toute la pression du monde sur les épaules. Ils ont un bon début de saison, mais il y a d'autres équipes qui peuvent faire leur marque dans leur propre division. On pense aux Padres de San Diego, on pense aux Giants de San Francisco qui ont un très bon début de saison, même les Diamondbacks de l'Arizona qui peuvent bien faire. Mais il y a beaucoup d'autres équipes qui peuvent aspirer au championnat et détrôner les Dodgers. Mais il faut dire qu'avec l'alignement actuel, même Freddie Freeman est blessé. On se demande si Shohei Ohtani va relancer cette année. Il pourrait relancer au mieux en série éliminatoire. Mais si tu as le luxe de garder Shohei Ohtani pour lancer en série, c'est parce que tu vois grand. C'est un ajout que tu vas avoir en série, un bonus littéralement. Là. Ben, c'est un bonus. À toute fin pratique, c'est ton athlète le plus talentueux que tu vas pouvoir mettre sur la butte. Et c'est sûr qu'ils vont vouloir le protéger. Là. Le lendemain d'un départ ou la veille d'un départ, ben, ils ne voudront pas l'utiliser comme frappeur désigné nécessairement pour éviter les blessures, éviter la fatigue. Mais quand tu as toutes ces options-là dans ton équipe, tu sais, Dave Roberts, là, moi, je ne le considère pas comme étant un des meilleurs entraîneurs au baseball majeur, mais donnez-moi cette équipe-là pour un match, puis je suis convaincu que je vais avoir une victoire en carrière comme gérant. Ah, ben oui, puis tu vas être bien assis, tu vas regarder ça aller, puis allez-y, boys. Est-ce que tu t'attends à ce que les Dodgers aillent chercher dans les graines de tournesol? Comment, Mathieu? Est-ce que tu t'attends à ce que les Dodgers aillent chercher le championnat ou tu penses qu'ils risquent d'avoir une équipe Cendrillon qui va surprendre? Ben, moi, je vois quand même plusieurs options. Dans mes prédictions, moi, je vois les Phillies de Philadelphie. Puis ça fait plusieurs années que je les vois là, dans ma soupe ou dans mes cartes de début de saison. Les Phillies ont une équipe et eux, ils ont une fenêtre d'opportunité qui va se refermer. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, ils ont beaucoup, beaucoup de vétérans au sein de leur équipe. Puis c'est sûr que si on ne gagne pas maintenant, bien, ces gens-là vont vieillir, ces gens-là vont perdre un petit peu de leur lustre. Puis c'est là que la fenêtre d'opportunité va se fermer. Mais il y a aussi les Red Sox qui ont bien investi. Il y a les Yankees qui sont là année après année. Il y a les Mets qui sont allés chercher Juan Soto. Mais est-ce que tu construis ton équipe autour d'un seul joueur? J'ai des gros doutes là-dessus. Les Tigers, les Royals ont bien fait l'année passée dans la section centrale de l'américaine. Ils ont surpris même en faisant les séries. C'est de jeunes équipes. Je ne les vois pas remporter la Série mondiale cette année, évidemment. Il y a les Rangers du Texas qui ont gagné il y a quelques années, qui ont eu à travailler certains aspects de leur alignement. Il y a Jacob deGrom qui est revenu en forme comme lanceur, puis c'est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur. Donc, les Rangers pourraient surprendre. Moi, la Série mondiale, personnellement, je vois les Phillies contre les Rangers. Je ne vois même pas les Dodgers. Et ça serait du bonbon. Vraiment. Écoute, cette année, il y a 2 grosses nouveautés, Pascal. Les Yankees qui autorisent maintenant la barbe, et il y a aussi les nouveaux bâtons qui sont les bâtons torpilles. Qui concernent les Yankees, pour les 2 cas. Ben oui, évidemment. Les 2 sont pas de l'argent, mais écoute, c'est ça. La barbe à New York, moi, je pense qu'il était temps. Tu sais, l'ère Lou Lamoriello au hockey, selon moi, c'est révolu. Là. Ben oui, je suis 100% d'accord avec eux. Là. Se sont toujours démarqués, je peux comprendre, Mathieu, se sont toujours démarqués pour différentes raisons. Ben, c'est une concession vedette. Là. Je veux dire, les Yankees, c'est les Canadiens. Oui. Du baseball. Ils n'ont pas leur nom affiché dans le dos comme les Red Sox de Boston. Tu vois, il y a quand même un symbole là. Eux, ils avaient poussé ça plus loin en disant, ben, écoute, tu dois respecter le code de l'équipe, tu dois respecter que tu ne peux pas porter la barbe de façon extravagante, tu dois tenir quand même ta pilosité faciale pour respecter les codes de l'équipe, tu ne dois pas porter de chaîne et ainsi de suite. Moi, je respectais ça, mais je veux dire, on est en 2025, les athlètes professionnels aujourd'hui sont rendus ailleurs, c'est des images de marque, c'est des gens qui sont brandés d'abord et avant tout par leurs commanditaires, puis si tu te prives de ça, ben, tu te prives de bons joueurs à New York. Fait que ça, c'est un élément. Puis pour ce qui a trait au bâton torpille, le bâton torpille, en passant, c'est pas nouveau. Hein? Puis le baseball majeur a dû se prononcer cette année parce que les Yankees ont frappé des coups de circuit à n'en plus finir lors des premiers matchs, entre autres du premier week-end.
contre les Brewers de Milwaukee. Puis la plupart des gens, à part Aaron Judge, là, qui n'a pas besoin de bâton torpille, je pense qu'avec un cure-dent, il réussira à frapper les circuits. Impressionnant. Faudrait juste qu'il se penche pas mal. Oui, en plus. Mais n'empêche qu'il y a des lanceurs qui se sont plaints. Le baseball majeur a dû revoir un peu, relire son livre des règlements en disant qu'il n'y a rien qui n'empêche ces bâtons-là. Puis entre autres, il y a la compagnie B45 à Québec qui construit des bâtons torpilles qui sont utilisés actuellement. Mais il y a d'autres joueurs dans le baseball majeur qui utilisent des bâtons torpilles. Donc, le baseball majeur a dit c'est un bâton légal, vous pouvez continuer à l'utiliser. Mais là, pour le moment, là, tous les projecteurs sont braqués sur ce bâton-là. Les Yankees vont se mettre à frapper un petit peu moins de circuits et on n'entendra plus parler probablement du bâton. Fait que ça a été un des sujets de discussion en début de saison, mais c'est le fun de voir ça parce qu'on est capable de parler de choses qui diffèrent comparativement à la saison morte où on ne parlait que de joueurs autonomes. Parce que ça reste un sport assez traditionnel, le baseball. Il n'y a pas beaucoup d'innovation là, année après année. Bien, on a voulu innover au cours des dernières années en essayant de rendre le match plus rapide, en essayant de rendre le baseball plus rapide avec l'avènement du chrono pour les lanceurs. Mais c'est pas une mauvaise chose, ça, Pascal? C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Puis cette année, au camp d'entraînement, on a regardé la possibilité d'avoir des arbitres robots. Okay. Qui sont utilisés dans le baseball mineur depuis quelques années en mode projet pilote. Encore là, ça ne ralentit pas le match parce que tu peux te servir de l'arbitre robot à 2 reprises dans un match. C'est uniquement le frappeur qui peut demander la reprise. Donc, en tapant 2 fois sur son casque, il demande la reprise et ça prend quelques secondes pour avoir le résultat. C'est le même principe qu'au tennis. Ouais, quand il y a une balle qui est frappée près de la ligne, il y a une reprise vidéo où on voit la ligne où la balle a tombé. C'est pas plus long que ça. Au baseball, c'est la même affaire. On voit la zone de prise qui est déterminée. On voit où la balle a touché la cible, puis la décision est rendue. Donc, on ne peut pas abuser de cette technicalité-là. Est-ce que le baseball majeur vont l'intégrer pour de bon dès l'an prochain ou au cours des prochaines années? Ça reste à voir parce que ça reste un sport très conservateur en passant, mais le baseball majeur fait des efforts pour moderniser son sport et gagner plus d'adeptes. Les arbitres font partie du jeu, puis ça va rester comme ça, je pense, pendant longtemps. Bien, c'est un sport arbitré, comme au hockey. On a beau avoir des reprises, puis au soccer, c'est la même affaire. Mais au hockey, vous avez vu que les reprises, c'est interminable, ça dure très longtemps. Tandis qu'au baseball, ça n'aura pas cet aspect-là. Mais comme tu le dis, Mathieu, c'est un sport arbitré, puis on va toujours avoir le meilleur et le pire de la décision humaine. Puis là, le pire arbitre, il a pris sa retraite l'an passé, donc on l'a plus sur notre écran radar. Donc, les arbitres qui sont là sont supposés d'être les meilleurs sur la planète actuellement. Pascal, ben écoute, nous, on a eu le meilleur pour parler baseball et j'espère que tu vas revenir encore une fois parce que c'est toujours agréable. Puis oui, tu m'as donné le goût de recommencer à écouter du baseball, alors félicitations, Pascal. Bien, c'est un beau sport, Phil, puis c'est le passe-temps des Américains, puis je pense que ça doit devenir notre passe-temps aussi, là. C'est un sport de stratégie, c'est un sport qui peut paraître lent, mais en même temps qui demande beaucoup de concentration, puis qui gagne à être connu. Oui, au Québec, on était habitué aux expos, malheureusement, on les a perdus, on a des doutes sur leur retour. On l'espère toujours, mais on peut se rabattre sur les capitales, on peut se rabattre sur les Aigles à Trois-Rivières, on peut se rabattre sur une éventuelle concession de la Ligue Canam ou la Ligue Frontier, pardon, à Montréal. Donc, moi, je le souhaite de tout cœur, ça, Pascal. Il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive pour avoir une rivalité. Exact, oui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Baie-Saint-Paul, les terrains de balle sont occupés, ils sont remplis, il y a beaucoup de jeunes de tous âges qui jouent. Donc ça, au moins, la ferveur de baseball, les retours, ça c'est un gros positif. Bien, tu sais, il y a eu le soccer à un moment donné qui a pris le dessus sur tous les autres sports en été, mais là, je pense que les terrains de balle sont remis en valeur, puis il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent aux activités. Puis c'est bon d'avoir de la diversité, puis c'est bon, oui, d'avoir du soccer, d'avoir des jeunes qui pratiquent le soccer, mais autant que d'avoir des jeunes qui pratiquent la balle parce que c'est un très beau sport. Pascal, un gros merci encore de ta présence et surtout de ton temps. C'est très apprécié. Ça me fait toujours plaisir. Puis vous m'inviterez à la mi-saison pour faire le bilan. Avec plaisir. Merci, Pascal. Il est bon, Pascal. Vraiment fort intéressant.
C'est ce qui complète le vestiaire de cette semaine. Encore une fois, fort intéressant. Bien, merci à toi, merci à nos invités surtout et merci à l'équipe technique qui fait en sorte que cette discussion-là avec Pascal marche numéro 1. Puis on n'a pas l'air trop cerné. Merci et nous on se voit dans 2 semaines.